Voici Londres. Voici une nouvelle de très grande importance. Voici notre quart d'heure français de l'après-midi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du vrai du faux. Donc, petite information avant de commencer. Je devais sortir il y a 2 jours le hors-série sur Gélie Robal, la nièce d'Hitler, comme dit dans la vidéo précédente. Mais finalement, la sortie sera repoussée à plus tard. Le fait est que le hors-série sur Gélie dure à peu près 1 heure. Et dans ces 1 heure, il y a beaucoup d'hypothèses ou de rumeurs qui entourent ses relations avec Hitler et sa mort. Donc j'avais fini ma vidéo et tout bêtement, en cherchant des photos sur Gélie, mais sur les sites français, je n'ai trouvé aucune photo d'elle étant petite. Donc je me suis dit que j'allais aller sur les sites allemands pour récupérer des photos de Gélie enfant. Et finalement, sur les sites allemands, je me suis rendu compte que les Allemands avaient beaucoup plus d'informations que nous sur le sujet de Gélie. Donc c'est pour cela que je retarde ma sortie. Je vais vérifier les sources allemandes pour voir un peu justement les différences qu'ils ont avec nos histoires à nous. Donc voilà pour la petite info. Donc dans la vidéo précédente, justement, nous avons vu que Gélie est morte. Donc Hitler nous fait une dépression. Et nous voyons aussi que l'Allemagne part en banqueroute totale. Donc pour cet hiver 1931, il faut vous dire que c'est l'hiver le plus froid depuis au moins 100 ans. Donc quand je dis un hiver froid, c'est un hiver limite russe. Donc imaginez la banqueroute, les gens qui n'ont plus d'argent pour manger et pour se chauffer, ils se chopent un hiver terrible, il y aura énormément de morts, il n'y a pas de chiffre officiel. Et pour information, le NSDAP délivre une info. L'hiver le plus terrible que nous ayons eu depuis 100 ans. L'État et le Reich refusent leur aide. Les Allemands ne sortiront de leur misère lorsqu'aucun cœur ne se fermera à notre appel au secours. Chacun doit donner ce qu'il peut. La majorité du peuple, représentée par l'opposition nationale, viendra à bout de la misère grâce à l'union de tous pour tous. Ne donnez votre argent qu'aux quêteurs munis de notre carte. Donc nous voyons que, comme beaucoup de partis politiques, le NSDAP va profiter de la situation de crise en Allemagne pour justement demander encore plus d'argent aux gens. Mais il faut vous dire aussi que le NSDAP, bien après avoir pris le pouvoir, continuera dans ce sens. Nous y reviendrons par la suite. Mais le NSDAP utilise les gens pour l'entraide. Donc les gens, ils auront cette fierté d'avoir redressé leur peuple eux-mêmes. Et le NSDAP utilisera cette doctrine pour tout. Ce qui fait que cela remontera encore plus la fierté du peuple. Et cela unira le peuple. Donc le 4 octobre, Hermann Göring, qui est en Suède, reçoit un appel téléphonique d'Hitler. Donc Göring est au chevet de sa femme qui est malade. Je vous avais dit dans la vidéo précédente que la mère de Karine était morte. Et Karine, bien que les docteurs lui ont déconseillé le voyage, est partie quand même. Et depuis, elle a fait une attaque cardiaque. Donc Göring refuse de rentrer en Allemagne. Il est red dingue de sa femme. Mais sa femme le pousse à rentrer en Allemagne pour aider Hitler. Göring écoutera sa femme et rentrera en Allemagne. Le 7 octobre, le chancelier Brüning présente la démission de son gouvernement au président Hindenburg et le 9 octobre, le gouvernement Brüning reforme un nouveau gouvernement. Le 10 octobre, poussé par son fils Oscar qui est sympathisant du NSDAP et par des proches, le président Hindenburg accepte de recevoir Hitler qui justement se fait accompagner par Hermann Göring. Donc c'est pour ça que Hitler avait appelé Hermann Göring en Suède. Pour information, c'est Röhm qui avait organisé la rencontre et qui devait se présenter avec Hitler chez le président Hindenburg. Mais le président Hindenburg ne veut pas qu'un homosexuel rentre chez lui. Donc il refusera Röhm et c'est Göring qui prendra sa place. De cette rencontre, Hitler dira
il n'y a rien à faire avec ces gens-là. Et le président Hindenburg dira de cette rencontre, nommer cet homme-là chancelier, j'en ferai un ministre des postes, et il pourra lécher les timbres à mon effigie. Donc vous pouvez voir que l'ambiance devait être superbe, et c'est lors de cette rencontre également que le chancelier Hindenburg dira de Hitler que c'est un caporal de Bohême. Donc pour information, quand il dit caporal de Bohême, c'est parce que Hindenburg pense qu'Hitler vient de Bohême-Moravie. Parce que en Bohême, il y a une ville qui a le même nom que la ville d'Hitler en Autriche. Mais finalement, par la suite, les proches d'Hindenburg lui font remarquer l'erreur en disant que ce n'est pas une ville en Bohême, mais bien en Autriche. Et le général von Schleicher, qui était à la réunion aussi, dira de Hitler un homme intéressant avec des capacités de parole exceptionnelles. Dans ses plans, il plane dans les nuages. Il faut ensuite le tenir par les rênes pour le maintenir au sol. Donc nous pouvons voir que le général Schleicher trouve plutôt Hitler intéressant, mais dans la Lune, alors qu'Hindenburg, lui, ne veut pas en entendre parler. Petite précision, la personnalité d'Hindenburg, c'est qu'il ne cherche que les gens de son milieu et il ne prend pas en considération les gens sous lui. Même s'il connaît les gens depuis longtemps, entre guillemets, il s'en fout. Donc il faut vous dire qu'au-dessus de lui, il n'y avait que le Kaiser à l'époque et il s'attribuait les mérites des généraux. Donc il faut dire en gros, ce mec-là, dans sa tête, il est à droite de Dieu et tout le reste, c'est de la merde. Donc, ironie de l'histoire, Hitler, qui vient d'un milieu modeste et qui n'a eu que des petits boulots, se retrouve à parler chez Hindenburg alors que celui-ci est devenu président de l'Allemagne. Donc, vous pouvez imaginer l'état d'esprit d'Hindenburg. Le 11 octobre, à Bad Harzburg, le NSDAP se rassemble avec toutes les formations d'extrême droite et ultra-conservatrices. Donc, il y aura également les casques d'acier et le DNVP d'Alfred Hugenberg. Donc il y aura la présence de 20 dirigeants de l'industrie et de la haute finance, de 15 généraux et amiraux et de très nombreux représentants de la noblesse, parmi lesquels il y aura 2 princes, 2 fils de l'ex-Kaiser Guillaume II. Dans son discours, Hitler attaquera le gouvernement de Brüning, exigeant que le pouvoir et la responsabilité soient entre les mains de l'opposition nationale, et rejetant les gouvernements formés sans nous ou contre nous. Désormais, un système qui nous persécute ne peut pas compter sur notre aide ou notre protection en cas de besoin. Et lors de cette journée, les SA et les casques d'acier défileront. Le 14 octobre, Hitler publie une lettre ouverte au chancelier Brüning, où justement il dénonce qu'il y a beaucoup de militaires dans le gouvernement de Brüning et il dit que pour les gens, l'armée, c'est la force. Et justement, il dit que l'armée aura pour rôle de faire la police. Et il dit aussi que sous le NSDAP, l'armée ne sera plus étrangère au sein de son propre peuple, etc., etc. Le 17 octobre, mort de Karin Göring, qui décède d'une insuffisance cardiaque. Donc, dans tous les cas, les médecins lui avaient déconseillé de voyager, et pendant quasiment un mois, elle est restée au lit, affaibli. Le 17-18 octobre également, rassemblement à Brunswick du NSDAP où 104 000 SA et SS défilent devant Hitler pendant 6 heures. Donc il a fallu 38 trains et 5000 bus pour rassembler tout ce beau monde. Et il y a également des avions avec des bannières à croix gammées derrière eux qui tournent dans le ciel. Lors de ce rassemblement, il y aura 3 communistes tués, 2 SA tués et 70 blessés. Le 28 octobre, afin de préparer le nouveau gouvernement, Brüning va être remercié. Le général Kurt von Schleicher invite Hitler à dîner et cherche à l'apprivoiser pour qu'il soutienne le nouveau gouvernement qui va être mis en place. Ernst Röhm assure par courrier au général Kurt von Schleicher que Hitler n'a aucune intention d'utiliser les chemises brunes pour prendre le pouvoir. Donc en fait, cela est dû parce que Hitler a dit à tout le monde de se préparer à prendre le pouvoir. Mais il n'a pas précisé si c'était par la force ou par la voie légale. Donc cela reviendra souvent dans les prochains mois, c'est que l'État s'attendra
à un coup d'État d'Hitler et des SA. Mais nous y reviendrons. Le 30 octobre 1931, Baldur von Schirach devient chef de la jeunesse hitlérienne. Donc il commencera d'abord par être sous les ordres de Röhm avant d'être indépendant avec son service. Et pour ce mois d'octobre, Himmler fait un rapport à Hitler en disant « Dans certaines villes, le parti communiste a expulsé certains de ses activistes communistes afin de les infiltrer comme espions dans les formations SS. Le capitaine Erhard est récemment redevenu très actif. En étroite coopération avec les milieux gouvernementaux et sous couvert nationaliste, il se prépare à former un corps libre pour juger de la manière dont il est recruté et compte tenu de l'ancienne attitude du capitaine Erhard, son objectif doit être de détruire le NSDAP. Donc, comme dit dans beaucoup de vidéos, le capitaine Erhard est de retour sur Berlin et, d'après certaines informations, il est même l'instigateur des révoltes SA. Donc, pour ce mois d'octobre, Goebbels nous dit qu'il y a une très grande baisse des salaires pour les membres du parti, du bureau de Berlin et du journal Landgrif. Et le journal Landgrif est interdit pour 3 semaines. Il dira également qu'il prépare son mariage avec Magda, il se fixe une date, et il parle aussi du fils de Magda en disant qu'il l'apprécie beaucoup et qu'il aimerait toujours l'avoir avec lui. Il dit également qu'il a parlé avec Röhm et que Röhm lui a dit que Sten était venu hisser le drapeau blanc, et Goebbels rajoutera « Erhard, l'instigateur, est démasqué ». Donc, à ces paroles, nous pouvons supposer que Sten a avoué que le capitaine Erhard était bien derrière les révoltes SA. Donc ce n'est pas sûr à 100%, il n'y a pas de preuves. Très peu d'historiens parlent des révoltes SA de cette période, et ceux qui en parlent, très peu parlent que le capitaine Erhard est l'instigateur de ces révoltes. Mais là, Goebbels en parle, donc à moins que Sten ait menti, il y a de grandes chances que le capitaine Erhard est bien derrière ces révoltes. Sans parler du compte-rendu d'Himmler qui dit que le capitaine Erhard est actif dans Berlin. Par la suite, Goebbels s'entretient également avec Pfeffer, von Salomon. Pfeffer aussi lui raconte l'histoire de Sten, et Goebbels se dit que Sten c'est un malin, qu'il faut faire attention à ce qu'il dit, mais qu'il va quand même en toucher 2 mots à Hitler pour voir si Sten ne peut pas revenir dans la partie. Donc après, Goebbels nous parle de la rencontre entre Hitler et Hindenburg. Il nous parle également du défilé des 104 000 SA. Il dit également que le parti de Berlin a un déficit de 50 000 marks, que c'est la misère, même sa mère et son frère sont en misère, il leur vient en aide financièrement, mais il dit aussi que pour lui, c'est la misère. Goebbels dira également qu'il y a un procès en cours contre lui, 6 mois de prison sont demandés, et le verdict tombe, il a 900 marks d'amende. Il dira également que le gouvernement fait fermer 4 locaux SA et qu'un SA est tué d'une balle dans le cœur. Par la suite, 2 SA seront abattus et Goebbels dira qu'il est arrivé sur les lieux de l'attaque et qu'il a fait arrêter 2 suspects qu'il trouvait louches. Goebbels nous dira également qu'il rencontre Konopat, qui lui parle de propagande raciale qui est fondée sur la race blonde. Goebbels dit « Pour moi, la race réside dans l'être même de l'homme. Les caractéristiques extérieures sont pour la plupart très douteuses. » Et il s'embrouillera avec Konopat. Il faut dire que Goebbels n'a pas trop le profil grand, blond aux yeux bleus. Le 3 novembre, le ministre de l'Intérieur de Prusse, Karl Severing, interdit tout rassemblement et toute manifestation à ciel ouvert en Prusse. Le 15 novembre, le NSDAP remporte une énorme victoire aux élections de la région Hesse, obtenant 37% des voix, et ils auront 27 sièges. Le 23 novembre, l'ambassadeur de Grande-Bretagne à Berlin invite Hermann Göring à déjeuner, et des personnalités américaines participent au déjeuner. Göring se prononce pour la lutte radicale contre le communisme et pour une cessation de toute collaboration avec l'URSS. Le 25 novembre, Brüning rend public le document dit de Boxheim
où se trouvent consignées les mesures prévues par le NSDAP lors de leur prise de pouvoir. Donc pour précision, ce document a été pris lors d'une perquisition de la police et ils ont trouvé ces documents. Donc ce document stipule par exemple la prise en main de la police par les SA, internement ou exécution des opposants politiques, remise immédiate à l'ASA de toutes les armes détenues par des particuliers sous peine de mort, élimination physique de tous les fonctionnaires, employés et ouvriers qui déclencheraient des grèves, etc. Le 26 novembre, Hitler charge Göring de minimiser l'histoire avec le gouvernement et la propagande du NSDAP explique que les documents de Boxheim ne sont rien d'autre que des notes privées rédigées par Werner Best dans la perspective d'un éventuel putsch communiste en S. Pour ce mois de novembre, Goebbels nous dit que des espions ont été trouvés au sein de l'ASA. Il nous dit encore que Harald, le fils de Magda, est un enfant super doux et il parle qu'il rencontre le père d'Harald, donc l'ex-mari de Magda, Monsieur Kant. Donc là, c'est la première fois qu'il le rencontre et Goebbels dit qu'il est plutôt froid avec, bien que Kant essaye d'être bien avec Goebbels. Goebbels nous dira qu'il a une conversation avec Hitler, qu'Hitler lui parle des femmes, donc des femmes en général, et aussi, plus particulièrement, des hystériques qui le suivent. Et il reparle de Gély avec émotion, et Goebbels parle également de l'histoire de la découverte des documents en S. Donc les journaux disent que c'est un projet de putsch du NSDAP, et Goebbels dit que l'histoire du putsch en S s'est déjà effondrée. Le 1er décembre 1931, les communistes proposent la formation d'un front uni avec les sociaux-démocrates. Le 4 décembre, lors d'une conférence de presse devant les journalistes étrangers, Hitler affirme que son parti arrivera au pouvoir par des voies légales. Le 6-8 décembre, promulgation par le gouvernement de Brüning d'un décret d'urgence pour la consolidation de l'économie, des finances et pour la protection de la paix intérieure. Donc il y a une nouvelle baisse des salaires d'environ 10%, une baisse du taux d'intérêt pour les agriculteurs de 25%. Le 9 décembre, Hitler ordonne au parti et au SA de ne pas transgresser la légalité. Le 10 décembre, le gouvernement de Brüning interdit un discours de Hitler qui doit être transmis aux USA. Le 12 décembre, Hitler interdit toutes les manifestations du NSDAP et des SA sur le territoire du Reich dès lors qu'elles n'auraient pas reçu son approbation, et Hitler affirmera à des journalistes américains et anglais qu'il est un démocrate. À la mi-décembre, Hitler publie une lettre ouverte pour le chancelier Brüning en réponse à une émission radio que Brüning a faite début décembre, et Brüning taillait un peu Hitler et le NSDAP, et Hitler dans cette lettre répond à Brüning que si on le critiquait parce qu'il parle, c'est qu'il veut être le seul à pouvoir diriger l'Allemagne, qu'il ne veut pas d'opposition, et de plus Hitler rajoute que s'il arrive au pouvoir et qu'après il brise la légalité pour changer les choses, il dit que cela vient du peuple, parce que le peuple aura voté pour que le NSDAP soit au pouvoir, et une fois au pouvoir, Hitler changera la constitution, en disant justement que c'est ce que le peuple veut, parce que justement il vote pour le NSDAP. Le 16 décembre, le Parti social-démocrate et le Parti du centre catholique et quelques petits partis forment le Front de fer pour s'opposer au NSDAP, au casque d'acier et au DNVP, qui eux forment le Front de Habsbourg. Le 19 décembre, mariage de Joseph Goebbels et de Magda, dont les témoins seront Adolf Hitler et le général von Epp. Le 21 décembre, le Time Magazine fait sa couverture avec une photo d'Adolf Hitler. Le 23 décembre, un nouveau rapport d'expertise confirme l'inapplicabilité du plan Young. Le bilan pour cette année 1931, 5 660 000 chômeurs, plus 3 millions de personnes en situation de précarité ou carrément SDF.
Le NSDAP dépasse les 806 000 adhérents. Hitler annonce qu'il y a eu une cinquantaine de SA et SS tués et 4000 blessés pour cette année 1931. Et pour cette année 1931, Berlin est une jungle. Beaucoup de filles sont obligées de se prostituer, aussi bien pauvres que bourgeoises, et la criminalité est énorme. Même les gens honnêtes commencent à devenir des criminels. Donc, Goebbels nous dit pour ce mois de décembre qu'il fait très froid, qu'ils sont à moins 10 degrés. Il dit que Magda est tout excitée par le mariage qui arrive. Il dira encore des bonnes choses sur Harald. Et il rajoute qu'il est aussi gentil que s'il était son propre fils et qu'il l'aime beaucoup. Il nous dit qu'il rencontre une nouvelle fois l'ex-mari de Magda. Et là, il fait quelques éloges sur lui. Il dit qu'il a donné 2000 marks au parti, qu'ils ont parlé politique et que Kant a lu Combat pour Berlin de Goebbels. Et Kant lui fait des éloges pour son livre. Goebbels nous parle également d'une attaque contre Magda dans la presse. La presse dit que Magda serait issue de la haute finance juive. Et Goebbels dit que si la presse continue, il userait de tous les moyens pour les contrer. Et il dira même qu'il pourrait finir le pistolet au poing. Donc Goebbels forcément parle de son mariage. Donc il parle beaucoup de son mariage, de comment se passe la cérémonie. Il dira que les SA ont fait une haie d'honneur et Hitler donnera un portrait de lui en cadeau. Donc après le mariage, de retour à Berlin, le couple Goebbels et leurs invités doivent dîner ensemble et là personne n'arrive. Donc Goebbels nous dit que Tonak, le chauffeur, a eu un accident de voiture. Donc lui, il a une commotion cérébrale. Le pasteur a le nez cassé. La belle-mère de Goebbels, donc la mère de Magda, une élongation. Et la mère de Goebbels a un traumatisme nerveux. Donc tout le monde va plutôt bien, mais la voiture est détruite. Donc il ne faut pas oublier, c'est décembre, il y a de la neige partout et le chauffeur roule comme un fou. Donc ils feront leur repas le lendemain. Et voilà, il dit que tout le monde est content, tout le monde donne des cadeaux et des fleurs, etc. Et Goebbels nous dit que tout le monde le félicite de s'être marié selon le rite protestant. N'oublions pas, vu dans le hors-série de Magda, que Magda était catholique et s'est convertie au protestantisme lors de son mariage avec son ex-mari Günther Kant. Il rajoutera que le journal Landgrif est de nouveau interdit pour 8 jours, que les uniformes ont été une nouvelle fois interdits, et il rajoute qu'il finit cette année malade avec une grippe. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que vous avez appris des choses, et je vous souhaite une bonne journée.